La saison de Formule 1, c'est parti, mais bien mal pour Jacques Villeneuve. Contre toute attente, le Canadien se fait corriger par le Lightning. Et pas de sursis pour les Expos. Eh bien, bonne fin de soirée à vous tous. La 50e saison de Formule 1 s'est amorcée vers 22 h à Melbourne, en Australie, et les rebondissements sont nombreux. À son 50e Grand Prix, Jacques Villeneuve a perdu son aileron et sa course a pris fin rapidement. François Gagnon suit tout ça pour nous en direct de LCN. Il n'y a pas que Villeneuve qui a été éprouvé. Les McLaren aussi ont eu beaucoup de problèmes, François. Il n'y a pas seulement que les McLaren non plus. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs écuries demain matin qui auront à se poser des sérieuses questions, se préparer pour le prochain Grand Prix le 11 avril à Sao Paulo. On va vous montrer tout de suite les images, si vous voulez bien, de ce qui s'est passé tout de suite en début de course. D'abord, les Stewart Ford, les deux éliminés dès le départ. Les deux moteurs ont pris feu. Seul Rubens Barrichello a pu prendre le départ. Départ qui a été nettement dominé par les flèches d'argent, les McLaren. Coulthard et Hakkinen qui sont partis en coup de vent. On pensait à ce moment-là qu'il allait avoir une domination. Damon Hill qui a dû abandonner dès le deuxième et Jacques Villeneuve qui, lui, au 14e tour, remarquez, il a perdu un aileron et il ne sait toujours pas pourquoi cet aileron est parti, à tel point qu'on se demandait s'il ne fallait pas rappeler Ricardo Zonta pour question de sécurité. Alors, Jacques Villeneuve qui voit donc sa course prendre rapidement fin. C'est arrivé au même moment où David Coulthard doit lui aussi abandonner la course en raison de problèmes de moteur. Disons que ça n'allait pas tellement bien. Et remarquez, ici, c'est dès la reprise, après lorsque le véhicule de sécurité s'est enlevé, Mika Hakkinen qui lève le pied de l'accélérateur, laisse passer tout le monde. Et à ce moment-là, Eddie Irvine prend la commande de la course qu'il a toujours d'ailleurs. Donc, Mika Hakkinen qui devra abandonner un peu plus tard en raison, lui aussi, de bris de moteur. La course était terminée pour lui. Les deux McLaren, contre toute attente, doivent abandonner la course. Michael Schumacher, maintenant, on n'avait pas entendu parler beaucoup parce que dès le début de la course, il avait dû se rendre à la fin du peloton. Il est parti 21e et c'est quand même à gruger rapidement la course. Il reste 13 tours à faire. Il se retrouve maintenant au 10e. Il avait connu des ennuis avec son aileron avant et également avec une crevaison. Et donc, pour le moment, c'est Eddie Irvine qui mène avec 13 tours à faire. Frenzen, deuxième. Ralph Schumacher se retrouve troisième. Je vous rappelle que Jacques Villeneuve s'est terminé rapidement. On se retrouve un peu plus tard dans le bulletin, François. Alors, on y va maintenant avec le hockey. Le Canadien a offert l'une de ses pires performances de la saison à un moment crucial. Une humiliante défaite de 6-1 devant la plus mauvaise équipe de la Ligue nationale, le Lightning de Tampa Bay. Wendell Clark a été le meilleur joueur de la soirée avec un truc du chapeau. Allons joindre Jean-François Poirier au centre Molson. Vous nous disiez au bulletin de 18 h, Jean-François, que le Lightning n'était pas à l'abri d'un massacre. Vous aviez raison, mais je ne croyais pas que ce serait le Canadien qui en ferait les frais. Non, ce n'est pas un massacre, c'est plutôt un séisme qui s'est produit à Montréal ce soir au centre Molson. Mais d'abord, Michel, on va faire les choses à l'envers ce soir. Je vais d'abord vous parler de ce qui s'est passé après le match, parce qu'on a vu, ça arrive pas souvent, même mon caméraman Roger Boucher, qui fait ce métier depuis des lunes, ne se rappelait pas d'avoir vu ça, en tout cas, dans le vestiaire. Après la partie, le vestiaire a été ouvert très rapidement. Habituellement, on a le temps de jaser amplement dans un corridor adjacent, mais ce soir, ouvert très rapidement. Aussitôt qu'on fait notre entrée dans le vestiaire, tous les joueurs sont présents, sans exception. Ils sont tous là, la plupart regardent le plancher. Et ça, c'était à la demande de l'entraîneur du Canadien, Alain Vigneault. Il voulait que tous ses joueurs fassent face à la musique. Oui, voilà. C'est ça, exactement. Et Vincent D'Anfos a répondu aux questions. Mais il y a Jeff Hackett qui a quitté la place en cognant à grands coups de poing dans la porte. On aurait même pu croire que c'était un coup de bâton. Il est resté là très brièvement, Jeff Hackett. Il a parlé d'une performance dégoûtante et un manque de respect envers les amateurs, mais il est resté là très brièvement. Donc, vous avez l'eau à la bouche. Allons voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce match ce soir au centre Molson. Le Lightning qui va marquer un but en désavantage numérique. Pavel Kubina qui fait très mal paraître Jeff Hackett sur le jeu. C'est ensuite le jeu défensif du Lightning qui n'attire pas d'éloge lors du passage de Saku Koivu devant le filet de Corey Schwab. Pas un, pas deux, mais 3 lancés pour un but de Koivu. Mais que dire de la prestation des joueurs du Canadien? De par derrière le filet, Wendell Clark porte la marque 2-1. Alain Vigneault bouille en dedans, probablement. Mais cette rondelle n'aurait jamais dû se retrouver dans le filet. Mais l'entraîneur du Canadien n'avait pas encore vu rouge. C'est en voyant cette poussée de Stéphane Richer qu'il change de couleur. Danfus, Rosinski et Savage sont sur la glace pour les 3 buts du Lightning. Alain Vigneault en a assez. Savage passera.
le reste de la période sur le banc. Voilà pour Savage. Et tout juste avant la fin de la période, Stéphane Richer inscrit son 6e but de la saison. Un peu chanceux. Il ne restait que 6 secondes à écouler la période. Du bâton de Stéphane au patin de Hackett, au patin de Malahoff. Et c'est le but. Il y a Jacques Demers qui n'en croit pas ses yeux. Et Tampa Bay qui va inscrire le prochain but, le tour du chapeau pour Wendell Clark. C'est 5-1 en 3e période. Et le Lightning va marquer un 6e but pour une première fois cette saison. Petr Svoboda compte. Alain Vigneault demeure stoïque, mais la foule, elle, se lève pour applaudir à tout rompre le Lightning. Jeff Hackett ne sera pas retiré du match après ce but, mais juste un peu plus tard. Et du banc, il n'a pas beaucoup regardé le reste de la partie. Ben voilà, donc un revers humiliant de 6-1. C'est un premier revers en 4 matchs pour le Canadien. Le Lightning qui mettait fin à une série de 8 parties sans victoire contre Montréal. Tampa à 3 victoires à ses 4 derniers matchs. Ils n'ont pas battu des 2 de pique non plus, là, le Colorado entre autres. Et on peut parler du trio de Danfus, Rosinski et Savage, Jean-François, qui n'était absolument pas là ce soir. D'ailleurs, dans le vestiaire, Danfus quand même a réussi à faire face à la musique. Oui, et dire qu'Alain Vigneault les avait prévenus. Et Patrice Brisebois a mentionné qu'il n'avait jamais vu le Canadien jouer aussi mollement. Mais on va tout de suite écouter ce qui s'est dit dans le vestiaire après la partie. On n'a pas juste perdu le match, on a perdu le match par un gros score. C'est une soirée embarrassante pour tout le monde. On s'est fait battre partout sur la patinoire, un contre un. Puis, surtout devant nos partisans ici, on joue bien. Puis avoir une performance comme ça, c'est inacceptable. Ben ouais, hein, d'habitude, c'est tout le temps les mêmes qui répondent. Je pense que ça me dérange pas d'être venu nous voir, là, mais ouais, c'est vraiment l'entraîneur qui a dit de faire face à la musique. Alors, d'habitude, c'est tout le temps les mêmes qui sont ici, mais là, je pense que vous avez pu voir des nouveaux visages ce soir. Ça s'explique pas. Que tant de joueurs en même temps connaissent une de leurs pire performance de la saison à ce stage ici de la saison avec l'importance de la partie. Ça s'explique pas. C'est inacceptable. C'est vraiment un des pires scénarios, un des pires cauchemars qu'on aurait pu penser. Oui, pire cauchemar. Même le joueur de clarinette a été hué ce soir. Le Canadien joue lundi contre la Floride. Merci, Jean-François. Parfait, au revoir. Bon, et contrairement à ce que soutenait le USA Today hier, il n'y aura pas de sursis pour les Expos. C'est le commissaire du baseball lui-même, Bud Selig, qui l'a confirmé. Plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu à ce sujet avec Guy Bolduc, qui est toujours à Jupiter, en Floride. Guy, donc, avec la date butoir qui arrive à minuit ce soir, ça signifie que Claude Brochu reprendra le contrôle de l'équipe. Oui, il reprend entièrement le contrôle de l'équipe parce que le 150 jours est maintenant terminé. Cependant, il ne faut pas s'attendre à une extension de cette date-là, à une prolongation de la date butoir. Ça, c'est Bud Selig qui l'a mentionné aujourd'hui. Il a accordé une entrevue lors de la rencontre entre les Braves d'Atlanta et les Devil Rays de Tampa Bay. Je vais vous rapporter un peu ses propos, Michel. Il dit, dans un premier temps, le baseball majeur a toujours tenté d'éviter le déménagement d'une équipe, mais la responsabilité n'appartient pas seulement au circuit. Il faut être certain que les Expos puissent être économiquement viables. Deuxièmement, il a dit qu'il va examiner la situation des Expos sur une période de temps raisonnable. On peut penser là, que c'est quelques semaines et peut-être même quelques mois, dit-on, avant de permettre à Claude Brochu de vendre l'équipe. Il veut des progrès significatifs pendant cette période parce que ça vient de sa bouche, sa patience commence à avoir des limites. On a parlé en fin d'après-midi au bureau de Jacques Ménard, à quelqu'un au bureau de Jacques Ménard qui nous mentionnait qu'il y avait eu beaucoup de mouvements au cours des dernières heures et possiblement qu'on pourrait avoir des dénouements, on ne sait pas s'ils sont heureux ou malheureux au cours des prochaines heures. En tout cas, on croit que c'est pour le rachat des parts du président des Expos, Claude Brochu. Ça pourrait survenir en début de semaine, qu'on aurait les détails, là, ou encore possiblement au plus tard mercredi. Alors, Guy, dites-nous quand est-ce que le tout sera officialisé? Bien, écoutez, on attendait une réponse cette fin de semaine du baseball majeur. On a fait le pied de grue hier, on a fait le pied de grue aujourd'hui. On croit que ça pourrait être lundi en début de semaine. Donc, le baseball majeur va nous dire si oui ou non. On va donner encore une chance au groupe de Jacques Ménard pour sauver l'équipe et évidemment empêcher le président des Expos, Claude Brochu, de vendre l'équipe là, avant 90 jours au moins. Donc, possiblement d'autres nouvelles à ce sujet-là demain. On vous tiendra au courant, puis possiblement cette semaine qu'on va vous parler de baseball aussi. Ça serait bien, ça. Au revoir. Merci, Michel.
Et justement, les Expos ont remporté une première victoire dans la Ligue des Pamplemousses en disposant des Cards de Saint-Louis 4-3. Ils ont effectué une remontée de 2 points en 9e manche. On revient au hockey. Il y avait 5 autres matchs ce soir dans la Ligue nationale de hockey. À Ottawa, les Sénateurs ont continué d'épater avec une victoire de 3-1 sur les Maple Leafs de Toronto. Ils ont du coup accru à 4 points leur avance au sommet de l'Association de l'Est. D'entrée de jeu, les Leafs se défendent à court d'un homme. Yashin, redoutable dans ces circonstances, saute sur le retour d'un tir de salaud pour son 33e. Steve Sullivan a l'occasion de créer l'égalité sur un tir de pénalité. L'attaque à 5 torontoise assure la réplique au milieu de la période. Derek King frappant son 19e à la volée, une aide à Bérard, 1-1 après 20 minutes. À la 39e seconde en deuxième, Ossa redonne les devants aux Sénateurs avec l'aide de Bunk et Laukanen. Et 3 minutes plus tard, Prochpal ajoute le but d'assurance en effleurant un tir de Kravchuk. Voilà, 3e gain de suite pour les Sénateurs qui accroissent leur avance à 5 points sur les Leafs qu'ils battaient pour la première fois en 3 sorties cette saison. Ils n'ont pas perdu chez eux en 6 matchs. Premier match des Panthers depuis la perte de Pavel Bure. Ces derniers prennent les devants sur les Hurricanes en première en désavantage numérique. Bill Lindsay tire par-dessus la mitaine de Irbe. Mais la Caroline réplique avec 2 buts sur le jeu de puissance, ceux de Kapanen et de Ron Francis qui portent la marque à 2-1. Les Panthers dirigent 16 tirs au but vers Irbe au dernier tiers, mais le gardien cède une fois devant Scott Menenby sur une rondelle sautillante. 2-2, les deux formations ne feront pas de mètre en prolongation. Effectivement, match nul. Les Panthers se rapprochent à 3 points des Bruins et du 8e rang dans l'association Est. Pour la Caroline, mentionnons que Primo et O'Neill ont ajouté 2 points à leur fiche. Du côté de Philadelphie, match nul également 3-3 entre Islanders et Flyers. 6e match de suite sans victoire pour Philadelphie. Après la partie, les Flyers ont acquis le défenseur Adam Burt de la Caroline en échange de l'attaquant Andrei Kovalenko. À Washington, les Capitals s'accrochent toujours à une possible participation aux séries de fin de saison. C'est déjà 1-0 Oilers lorsqu'ils doublent cette avance en début de deuxième. Passe parfaite de Ryan Smith à Bill Guérin. 2-0 Edmonton, mais le reste de la période médiane appartient aux Capitals. Rien de moins que 4 buts sans réplique, dont 3 en à peine 3 minutes. Joey Junot marque son 14e, c'était 2-2. Adam Oates brise cette égalité quelques instants plus tard avec un tir du revers qui ricoche sur le gardien Passmore. Puis avec 18 secondes à faire en deuxième, en supériorité numérique, le puissant tir de Sergei Gonchar donne 2 précieux points aux Capitals. 3 points chacun pour Bondra et Oates. Les Capitals ont maintenant 59 points comme le Canadien, mais ils ont disputé un match de moins. À San Jose, les Hawks ont blanchi les Sharks 4-0. Premier triomphe des Hawks sur les Sharks cette saison. Jean-Pierre Dumont, 2 buts. Éric Dazé, 3 passes. Et puis à Los Angeles, 2-0 en deuxième période pour les Flames sur les Kings. Les Flames ont 6 points de retard sur le 8e rang occupé par les Sharks. Et les Kings ont un recul de 7 points. Les conditions de ski. Une présentation de Pontiac. Cette soirée, mesdames, messieurs, on a accumulé entre 5 et 10 cm de nouvelle neige. C'est une nouvelle neige qui est bienvenue puisqu'elle adoucit les surfaces de glisse. On va retravailler toutes les pentes au cours de la nuit de telle sorte que pour demain, ce sera un mélange de neige nouvelle et de granuleuse qu'on aura en surface. Ça repose sur des bases qui demeurent durcies toutefois. Tous les centres seront encore une fois en opération demain. Les taux d'ouverture, comme vous pouvez le constater, sont près de 100 partout, sauf dans la région des cantons de l'Est, où on varie de 75 à 95 %. Il y a des activités qui se déroulent présentement dans certains centres, entre autres le Mont-Orignal et la Crapaudière dans la région de Chaudière-Appalaches. On pourra skier jusqu'à minuit ce soir. Et à Bromont, c'est la 3e nuit blanche de l'hiver. On skie jusqu'à 3 heures la nuit prochaine. Passez une belle journée demain sur les pistes. Ici Mario Bellemare du réseau Sport Activité pour TVA. Les conditions de ski. Une présentation de Pontiac. Les technologies évoluent, vos besoins aussi. Hypertech est bien placé pour le savoir. Nous sommes un des principaux fournisseurs institutionnels en matière informatique au pays. Notre expertise et la qualité de nos services, nos stocks imposants et nos prix ont fait d'Hypertech une référence incontournable pour les entreprises d'ici. Comme la gamme de produits Compaq, un leader mondial en matière de serveurs et d'ordinateurs personnels, toujours à l'avant-garde. Hypertech, la référence en solutions informatiques. On voulait une maison à notre goût, mais aussi un cadre de vie agréable. L'agent de Royal Lepage a vraiment compris ce qu'on cherchait. On n'a jamais eu l'impression de perdre notre temps. Avant de nous faire visiter quoi que ce soit, elle a tenu compte de nos attentes.
fonder une famille, la proximité des garderies, des écoles, des services. Et puis aussi notre budget. Elle n'a pas essayé de nous embarquer. On n'a pas senti de pression. C'est plutôt toi qui lui as mis de la pression pour qu'elle négocie l'horloge grand-père. Oui, mais elle est tellement bien intégrée à la maison. Café doux. Corsé. Velouté. Vanille française. Chocomocha. Cappuccino. Chocolat. Thé. Venez goûter à toute heure nos saveurs de café à Elvanout, infusées à la seconde. Chez Provisoire et Couche-Tard. Les technologies évoluent, vos besoins aussi. Hypertech est bien placé pour le savoir. Nous sommes un des principaux fournisseurs institutionnels en matière informatique au pays. Notre expertise et la qualité de nos services, nos stocks imposants et nos prix ont fait d'Hypertech une référence incontournable pour les entreprises d'ici. Comme la gamme de produits compacts, un leader mondial en matière de serveurs et d'ordinateurs personnels, toujours à l'avant-garde. Hypertech, la référence en solutions informatiques. Du nouveau sur le site Internet TVA Sport, pour les mordus de course automobile, voici notre page F1. Résultats, statistiques, commentaires et surtout un pool F1 qui vous donne la chance de gagner un week-end pour deux au Grand Prix de Monza en septembre prochain. Tous les détails sur notre site tva.ca. Et justement, bon, on va continuer de parler de F1 puisque le Grand Prix ne s'est pas terminé en Australie. François Gagnon, toujours à LCN et qui surveille ça. Donc, est-ce que Irvine est toujours en tête, François? Oui, absolument. Eddie Irvine est toujours en tête. Il se dirige vers une belle victoire. Il reste 4 tours seulement. Disons que c'était une course pleine de rebondissements. D'abord, les Stuart Ford qui ont dû abandonner. Par la suite, les deux McLaren de David Coulthard et Mika Hakkinen. On parlait beaucoup de fiabilité. Et bien entendu, le dérapage de Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, au 14e tour, qui a perdu son aileron et a dû finalement abandonner. Et Michael Schumacher a éprouvé des problèmes. Parti 21e, réussi à remonter jusqu'à la 4e place, se retrouve en dernière position. Il ne reste que 8 véhicules seulement pour les 4 derniers tours. Voilà, donc Irvine devant Frenzen. Exactement. Merci, François. Au revoir. Le groupe Interbox présente son prochain gala le 12 mars au Centre Pierre Charbonneau. Parmi les vedettes de ce programme, on retrouvera entre autres Éric Lucas, Dale Brown et Alex Hilton. Cet après-midi, ils étaient réunis dans un centre commercial pour un entraînement un peu spécial. De mémoire de boxeur, on ne se rappelle pas avoir déjà vu ça à Montréal. Un entraînement public dans un centre commercial. Le groupe Interbox a tenté l'expérience aujourd'hui avec un but bien précis. Et quand on fait ça dans un gymnase, on a généralement la clientèle de boxe, des gens qui sont déjà vendus à notre activité. Tandis que quand on arrive comme ça dans un centre d'achat, beaucoup de passants, il y a un métro aussi pas loin. Donc, il y a des gens, la curiosité fait que ces gens-là viennent voir. On peut, je pense, aller chercher une nouvelle clientèle. Il y en avait d'ailleurs plusieurs de ces gens qui, sans être de grands amateurs de boxe, appréciaient bien ce qu'ils voyaient. C'est la première fois que je vois des boxeurs de proche comme ça. Comment vous trouvez ça? Ils sont musclés à tabarouette, ils sont forts. Puis ça m'a attiré pour venir regarder ça, voir ça. Mais ça fait drôle de voir ça dans un centre d'achat. Ben moi, j'aime quand ils se dépêchent là, avec les cordes à danser, quand ils tournent à la corde à danser vite. Moi, je suis pas capable, mais j'essaie toujours. Pour les boxeurs, eh bien, l'entraînement quotidien se transforme tout à coup en un événement particulier. C'est sûr spécial dans le centre d'achat. On n'est pas vraiment à l'aise au début, mais on finit par s'habituer, puis c'est bon pour nous autres, c'est une bonne visibilité, puis des fois, c'est mieux que s'entraîner dans un gymnase. Ça fait voir. Il y a du monde ici qui regarde, qui n'ont jamais vu de la boxe, puis ils s'arrêtent pour regarder, fait que ça fait bien. Une telle bonne place, puis le monde voit nous traîner, puis c'est encouragé pour nous autres, puis on aime ça. Avec l'attente créée par le gala du 28 mai au Centre Molson, il devient difficile pour Interbox de faire la promotion d'un programme d'une moins grande ampleur. D'ailleurs, pour attirer les gens, on procédera le 12 mars au Centre Pierre Charbonneau au tirage de 25 paires de billets, justement pour assister au combat revanche Hilton-Ouellet. Une méthode qui sera sûrement efficace, mais qui n'empêchera pas certaines personnes de ne jamais assister à un gala de boxe. José Lagagnère, TVA Sport. Voilà, je vous rappelle la défaite du Canadien humiliante 6-1 contre le Lightning. Et Myriam Bédard, qui a fait ses adieux au biathlon hier, était ce soir l'objet d'une soirée hommage. 300 personnes étaient présentes pour l'événement. Myriam a de plus reçu un cadeau. Pas n'importe quelle voiture, vous allez voir. C'est tout, au revoir, à demain.